Une froide soirée de novembre s'abattait sur Londres, transformant les rues en miroirs d'eau sous une pluie incessante. Les néons de Piccadilly se reflétaient en flots d'eau ruisselant sur les vitres du luxueux Rolls-Royce culinant. Dans l'habitacle, embaumé d'un mélange de cuir précieux et de bois de santal, Adrian Stone parcourait rapidement un rapport financier sur son iPad, jetant de temps en temps un coup d'œil à sa montre Patek Philippe. Ses doigts, soignés et exempts de toute trace de travail manuel, tapotaient nerveusement l'accoudoir en cuir. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et dis-moi d'où tu viens. Voyons jusqu'où cette histoire peut nous mener. La voiture ralentit à un carrefour près de Whitechapel, où les quartiers huppés laissaient peu à peu place aux façades peu avenantes des logements sociaux. C'est alors qu'Adrian la remarqua. Une jeune fille, son manteau kaki trempé jusqu'à l'os, tentait désespérément de réparer la chaîne de son vélo, agenouillée dans une flaque d'eau. Ses cheveux noirs, échappés d'un chignon négligé, collaient à ses joues pâles, et ses doigts fins, rougis par le froid, tremblaient mais continuaient méthodiquement à manier une clé anglaise. Quelque chose dans cette scène poussa Adrian à appuyer sur le bouton pour baisser la vitre. Des gouttes glacées pénétrèrent aussitôt dans l'habitacle chaud, mêlées au parfum de son cri d'aventure. La jeune fille releva la tête, et il vit ses yeux, d'un marron foncé parsemés de reflets dorés, pleins d'une fierté inattendue compte tenu de sa situation. Un regard qui n'exprimait pas une demande d'aide, mais plutôt un défi. Du panier ouvert de son vélo tombèrent un paquet de pâtes bon marché et une boîte de haricots, clairement achetés dans une banque alimentaire proche. La jeune fille s'empressa de ramasser les produits éparpillés, mais le paquet de papier humide se déchira entre ses mains. À ce moment, Adrian aperçut sa carte d'étudiante de la LSE accrochée à son sac à dos usé. Au volant, James, son chauffeur personnel, détourna le regard de la jeune fille pour le poser sur son patron, attendant le signal habituel « On y va ». Mais Adrian, surpris lui-même, attrapa une pochette en cuir contenant toujours une liasse de billets de 50 livres en cas de dépense. Ses doigts sortirent quelques billets neufs qu'il tendit par la fenêtre ouverte. La pluie commença aussitôt à tacher les billets. La jeune fille s'immobilisa, passant des billets à son visage. Une lueur, difficile à identifier, peut-être du ressentiment, peut-être du mépris, traversa ses yeux. Elle se releva lentement, abandonnant son vélo dans la flaque, fit un pas en arrière, essuyant ostensiblement ses mains sales sur son manteau. À ce moment, un camion surgit du coin de la rue, projetant une vague d'eau sale sur le Rolls-Royce et la silhouette solitaire de la jeune fille. Adrian recula instinctivement, mais trop tard son costume Brioni se retrouva éclaboussé de taches sombres. Quand il regarda à nouveau par la fenêtre, elle relevait déjà son vélo, visiblement prête à partir. « Mademoiselle ?» commença Adrian, mais sa voix se perdit dans le bruit de la pluie. Elle se retourna une dernière fois, et il eut juste le temps de voir ses lèvres esquisser un sourire à peine perceptible, pas joyeux, plutôt ironique, comme pour dire « On sait tous les deux que tu veux juste acheter ta conscience ». Puis elle disparut dans l'obscurité de l'impasse, laissant Adrian avec ses billets mouillés en main et un étrange sentiment qu'il ne pouvait définir. James toussa doucement. « À l'aéroport, monsieur ? Votre vol pour New York est dans 2 heures. » Adrian baissa lentement la vitre, les gouttes de pluie se mêlant à celles sur son visage. « Non, James. D'abord, on passe au bureau. J'ai quelque chose à vérifier. » Le bureau d'Adrian, situé au 40e étage de la Tour Hercule dans la City de Londres, ce même gratte-ciel qui avait rapporté des millions à sa société et dont il préférait ne pas se souvenir sans nécessité, le reçut dans son habituel luxe, ascenseur silencieux, couloir au reflet froid du marbre noir éclairé au LED, sol impeccable malgré les traces laissées par ses chaussures mouillées. Il jeta sa veste tachée sur un canapé en cuir et s'approcha de la fenêtre. D'en haut, Londres paraissait miniature, les points jaunes des taxis, les lignes rouges des bus, les fenêtres scintillantes des hôtels de luxe. Là-bas, dans l'est de la ville, la jeune fille trempée au vélo rentrait chez elle. Adrian se souvint soudain de ses doigts tremblants tentant de réparer la chaîne. L'ordinateur s'alluma d'un simple toucher. Les doigts d'Adrian dansèrent familièrement sur le clavier, affichant la base de données de la LSE. Sofia Martinez, ce nom figurait sur la carte d'étudiante. Le système demanda un mot de passe, qu'il possédait en tant que membre du conseil d'administration de l'université. La photo sur son dossier personnel confirma son identité. Mais l'écran révéla plus encore, excellent résultat, bourse pour mérite en économie, recommandation des professeurs. Et une adresse, un petit appartement à Tower-en-Laye, l'un des quartiers les plus pauvres de Londres. Adrian s'appuya dans son fauteuil, examinant les données. Son regard s'arrêta sur la rubrique « État civil, mère célibataire, père décédé sur un chantier en 2012 ». Une douleur lui serra la poitrine. Il referma rapidement le dossier et attrapa son téléphone, mais à cet instant la porte du bureau s'ouvrit. Sur le seuil se tenait Emily, son assistante personnelle, impeccable dans son costume Victoria Beckham, ses talons claquant avec assurance sur le marbre. Elle jeta un regard aux traces humides sur le sol et à la veste négligemment abandonnée, mais garda le silence. Dans ses mains, une tablette affichait l'emploi du temps du lendemain. « Vous avez manqué un appel de Dubaï », dit-elle en posant devant lui un verre de whisky Macallan. Adrian prit machinalement le verre, sans en boire une goutte. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur le cristal. «
Trouve-moi cette fille, lança-t-il soudain, tournant l'écran vers Émilie. Elle se pencha, scrutant la photo, ses sourcils impeccablement dessinés se haussèrent. Une étudiante des quartiers pauvres? Quel intérêt? Un léger ton moqueur se fit entendre dans sa voix. Adrian se leva et alla à la fenêtre. La pluie s'était transformée en véritable tempête, des éclairs zébraient le ciel au-dessus de la Tamise. Je veux lui proposer un emploi, dit-il, regardant son reflet mêlé aux lumières nocturnes de la ville. Émilie éclata de rire à clair comme une cloche, mais sans chaleur. Elle n'a même pas un costume décent pour venir au bureau. Adrian se retourna vivement. Apporte-lui demain matin un contrat de stage. Et achète-lui ce foutu costume. Lorsque la porte se referma derrière Émilie, il prit enfin une gorgée de whisky. Sur l'écran brillait toujours le visage de Sophia, fière, sans sourire, avec des yeux sombres qui semblaient pénétrer son âme. Adrian saisit de nouveau son téléphone, composant cette fois le numéro de son chauffeur. « James, annule mon vol pour New York. » Dehors, la tempête redoublait, mais Adrian ne voyait plus la pluie. Devant ses yeux se tenait la jeune fille repoussant son argent avec une expression qu'il ne pouvait oublier, ni demande, ni gratitude, mais un défi. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un le regardait comme un homme, pas comme un sac d'argent. Et ce regard brûlait plus fort que le whisky le plus corsé. Le matin tôt, Sophia s'adonnait à son rituel habituel, repasser soigneusement son unique costume d'affaires, acheté il y a 3 ans dans un magasin d'occasion pour 15 livres. Ses doigts, habitués au travail dur, traçaient doucement les plis du pantalon avec le fer, tentant de masquer les usures aux genoux. Le reflet dans le miroir fêlé de la salle de bain montrait un visage pâle aux cernes sombres. Elle avait passé la nuit à étudier, se préparant à ce stage inattendu. Dans la cuisine, sa mère Carmen versait du thé de ses mains tremblantes. La maladie avait paralysé ses gestes, mais aujourd'hui elle avait fait un effort, se levant 1 heure plus tôt pour préparer le petit déjeuner de sa fille. « Tu dois manger » murmura-t-elle, mais Sophia mordit machinalement dans une tranche de pain grillé, sans en goûter la saveur. Quand le taxi, un luxe qu'elle s'était permis à cause de l'importance de la journée, s'arrêta devant le siège de Stone Capital, Sophia s'immobilisa un instant, regardant les murs miroirs du gratte-ciel. Son propre reflet semblait étranger dans ce monde de verre et d'acier, son costume bon marché lui allait trop grand, et ses chaussures, bien que cirées, trahissaient leur origine mass market. L'ascenseur la conduisit au 38e étage, où le bruit du bureau laissa place à un silence résonnant. Émilie l'attendait déjà, la jaugeant froidement de la tête aux pieds. Sans un mot, elle lui tendit sa carte d'accès et un dossier. « Ton bureau est là-bas », dit-elle en désignant l'espace ouvert où plusieurs stagiaires étaient déjà plongés dans leur travail. Le poste de Sophia se trouvait près d'une fenêtre, mais la vue était obstruée par la façade d'un autre gratte-ciel. Sur son bureau, une pile de dossiers et un mot « Analyse pour 17 heures ». Ni accueil, ni explication. Sophia toucha précautionneusement l'ordinateur coûteux, sentant les chuchotements de ses collègues dans son dos. Dans la journée, elle apprit que ses collègues, stagiaires étaient des enfants des partenaires de la société, des étudiants d'Eton et d'Oxford. Jason, fils d'un magnate du pétrole, affichait particulièrement son mépris, faisant tomber par accident ses documents ou demandant à voix haute où elle avait acheté ce costume si original. À 6 heures du soir, le bureau se vida, laissant Sophia seule. Ses doigts tapaient toujours sur le clavier, vérifiant les chiffres des rapports. Au loin, les agents d'entretien passaient leur serpillière sur le marbre. Soudain, son regard s'arrêta sur une incohérence dans le modèle financier, une minuscule erreur dans une formule pouvant coûter des millions à l'entreprise. Sophia voulut saisir son téléphone pour le signaler, mais s'arrêta. Elle ouvrit alors l'accès étudiant au Bloomberg Terminal et commença à vérifier les données. Les heures passèrent sans qu'elle s'en aperçoive, quand elle leva les yeux, les lumières nocturnes de Londres brillaient dehors, et il était 1h30. À cet instant, la porte de l'ascenseur s'ouvrit, et Adrian entra dans le bureau. Il ne s'attendait manifestement à voir personne, sa cravate était desserrée, et il tenait dans la main la même pochette avec un Macallan que lors de leur première rencontre. En voyant Sophia, il s'immobilisa sur le seuil. « Vous êtes encore là » murmura-t-il plus pour lui-même que pour elle. Son regard glissa sur l'écran de son ordinateur, où des dizaines d'onglets d'analyse étaient ouverts. Sans un mot, il s'approcha et se pencha pour mieux voir les chiffres. Sophia sentit une légère odeur de son parfum, boisé, avec une touche d'épices. Adrian prit silencieusement la souris et fit défiler son rapport. Son visage resta impassible, mais ses doigts s'arrêtèrent soudain sur l'endroit précis où elle avait trouvé l'erreur. « Depuis quand as-tu découvert ça » demanda-t-il enfin, et dans sa voix résonnait pour la première fois autre chose qu'une politesse froide. Sophia regarda l'horloge au mur. « Il y a 4 heures. »« Et pourquoi ne l'as-tu pas signalé immédiatement ?» Elle soutint son regard sans hésitation. « Parce que je voulais être sûre. » « Et vos stagiaires habituels, dit-elle en désignant les bureaux vides, sont déjà partis à leur soirée. » Dans un coin de la pièce, le téléphone d'Adrian clignota, un autre appel important qu'il ignora. À la place, il sortit ses clés de sa poche et les jeta sur la table devant Sophia. « Demain à 8 heures. Mon bureau. Il y aura beaucoup de questions. »
Quand la porte de l'ascenseur se referma derrière lui, Sofia relâcha enfin ses épaules. Ses mains tremblaient de fatigue et ses yeux étaient embués de larmes de tension. Mais, quelque part au fond d'elle, une nouvelle sensation grandissait, pas le triomphe, ni la fierté, mais quelque chose de plus important. Aujourd'hui, elle avait prouvé que cette place pouvait appartenir non seulement à ceux qui ont de l'argent, mais aussi à ceux qui ont de l'intelligence. Le matin accueillit Sofia avec un cadeau inattendu, sur le pas de sa porte se tenait un livreur avec une grande boîte. À l'intérieur, un costume parfaitement coupé d'un bleu marine profond, pas outrageusement cher, mais d'une qualité impeccable, avec une gravure discrète sur la doublure intérieure, pour ceux qui ne demandent pas, mais méritent. Pas de mots, juste une étiquette au logo de la maison de couture de Savillerow. Sofia l'essaya devant le miroir, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne vit plus dans son reflet la fille des quartiers pauvres. Le costume semblait fait sur mesure, soulignant ses épaules étroites, dissimulant sa maigreur excessive. Même sa posture s'était redressée sans qu'elle s'en rende compte. L'ascenseur la mena directement au 40e étage, évitant les bureaux communs. La porte du bureau d'Adrian était entr'ouverte, laissant filtrer une bande de lumière douce du matin. À l'intérieur, un chaos organisé régnait sur une grande table en verre, des dizaines de dossiers étaient éparpillés, 3 écrans montraient simultanément des données boursières, et une carte du monde couverte de post-it colorés ornait un mur. Adrian se tenait devant la fenêtre panoramique, dos à la porte, parlant au téléphone en mandarin hésitant. Sa voix était dure, presque rude, très différente d'hier. Entendant des pas, il se retourna, son regard s'attarda un instant sur Sofia, comme pour jauger les changements. Il laissa tomber le téléphone sur le canapé et fit un geste vers la table. Dubaï. Un contrat de 2 millions. Tu as trouvé l'erreur, maintenant trouve comment la corriger. Sur la table reposait un dossier marqué « Secret ». À l'intérieur, contrat, modèle financier, correspondance avec des investisseurs arabes. Sofia reconnut l'écriture de Jason, c'était lui qui avait préparé ces documents. Elle s'immergea dans les chiffres, oubliant tout. Le temps perdit son sens. Le monde se réduisit à des colonnes de données, graphiques, formules. Au loin, Adrian répondait au téléphone, signait des papiers, dictait des ordres à Emily, mais tout cela n'était qu'un bruit lointain. Ce ne fut que lorsque le soleil commença à se coucher, teignant Londres d'or, que Sofia leva la tête. « Il joue contre vous. » Adrian posa lentement les documents qu'il lisait. « Explique. Le point 4.2 dans le contrat n'est pas une erreur. C'est un piège. Ils peuvent se retirer du contrat à tout moment sans pénalité, et vous resterez avec les obligations. » Un silence tomba dans la pièce. Adrian s'approcha de la table, prit le contrat et relut le passage mentionné. Son visage resta impassible, mais ses doigts serrèrent légèrement le papier. « Jason a préparé ces documents. »« Oui. »« Tu es sûr ?» Sofia ne répondit pas. Elle ouvrit son ordinateur et afficha une chaîne de mails. Jason et un représentant de la société de Dubaï. Le dernier message se terminait par « Comme convenu, votre bonus après signature. » Adrian expira lentement. Pour la première fois de la journée, il s'assit, comme s'il avait soudainement perdu ses forces. « Dans 1 heure, j'ai rendez-vous avec eux. Tu viens avec moi. » Le cheikh Ahmed Al Maktoum trônait à la tête de la table dans sa toge immaculée, ses doigts faisaient paresser un chapelet en ambre noir. Autour de lui, des conseillers, tous en costumes impeccables, tous avec le même sourire froid. La présentation débuta. Jason, sûr de lui et brillant comme une pièce de monnaie, faisait défiler les diapositives, vantant les avantages du contrat. Adrian écoutait en silence. Quand vint le moment des questions, Sofia se leva soudain. « Excusez-moi, j'aimerais clarifier le point 4.2. » Jason s'immobilisa. Le cheikh cessa de manipuler son chapelet. « Êtes-vous sûr de vouloir garder cette formulation ? Car selon notre analyse. » Elle parlait calmement, sans emphase, exposant simplement les faits. Les chiffres, les dates, les subtilités juridiques, tout ce qu'elle avait vérifié pendant ces heures. Un silence s'installa dans la salle. Puis le cheikh éclata de rire. « Mademoiselle Martinez, vous nous avez sauvés tous les deux d'une grave erreur. » Son regard se tourna vers Adrian. « Où avez-vous trouvé cette jeune fille ?» Adrian sourit pour la première fois de la soirée. Elle s'est trouvée elle-même. Le silence régnait dans l'ascenseur au retour. Jason avait disparu juste après la réunion, prétextant un appel urgent. Quand les portes de l'ascenseur se fermèrent, les laissant seuls, Adrian se tourna enfin vers Sofia. « Demain, ton bureau sera dans mon bureau. » Elle voulait répondre, mais l'ascenseur s'arrêta et les portes s'ouvrirent sur un bureau bruyant. Des dizaines de regards se posèrent sur eux, sur Adrian, qui ne descendait jamais vers les employés ordinaires, et sur Sofia, qui n'était encore rien hier. Dans l'air flottait une compréhension, aujourd'hui, tout avait changé. La pluie frappait fort les vitres de la Rolls-Royce, transformant Londres en soirée en un tableau aquarelle flou. Sofia était assise sur le siège en cuir, ses doigts serrant sans le vouloir la mallette contenant les contrats d'un deal réussi. La voiture avançait lentement dans les ruelles étroites de Tower Hamley, où les graffitis sur les murs laissaient place aux grilles des fenêtres des rez-de-chaussée. Adrian observait en silence les quartiers prestigieux céder peu à peu la place à un autre Londres, celui que les guides touristiques cachaient.
Quand la voiture tourna dans Harriet Street, Sophia se tendit involontairement. Sa maison, un bâtiment en briques de 3 étages construit après la guerre, se distinguait par sa peinture écaillée et ses fissures sur la façade. Une lampe faiblement allumée brillait dans une fenêtre du 3e étage. Sa mère avait, comme toujours, oublié de fermer les rideaux. Adrian sortit le premier, ignorant la pluie. Ses chaussures de luxe s'enfoncèrent immédiatement dans une flaque boueuse, mais il ne sembla pas le remarquer. Son regard parcourait l'entrée délabrée, la boîte aux lettres rouillées, les marches fissurées. Sophia vit son visage changer peu à peu, d'un intérêt poli à quelque chose de plus complexe. L'ascenseur de l'immeuble ne fonctionnait plus depuis 5 ans. Ils montèrent les escaliers, où l'odeur de moisi se mêlait à celle des plats préparés bon marché venant des appartements voisins. Au 3e étage, Sophia sortit une clé vieille, avec une tête entourée d'un fil pour ne pas la perdre. L'appartement les accueillit avec la chaleur d'un radiateur et l'odeur des médicaments. Dans le petit salon encombré de livres et de matériel médical, Carmen Martinez était assise sur un canapé. Ses mains, marquées par la maladie, tenaient une vieille photo. En voyant l'invité, elle leva lentement les yeux et à ce moment, Adrian sembla se figer. La photo qu'il regarda sans le vouloir montrait un jeune ouvrier casqué, embrassant une petite fille. En arrière-plan, on devinait la structure d'un gratte-ciel en construction. Sophia se hâta de récupérer l'image, mais il était trop tard. « C'est ton père » demanda Adrian d'une voix étrangement sourde. Sophia hocha la tête, ne comprenant pas sa réaction. Il s'approcha de la photo, ses doigts tremblèrent comme s'il voulait toucher l'image, mais n'osa pas. « Hercule Building. 2012, murmura-t-il, plus pour lui que pour eux. Une flamme inconnue brilla dans ses yeux, culpabilité ? Horreur ? Aveu ? Soudain, Carmen parla, sa voix habituellement douce sonnait avec une force inattendue. « Vous connaissiez Carlos. » Ce n'était pas une question. Adrian s'assit lentement, son costume impeccable paraissait déplacé dans ce cadre modeste. « J'étais responsable de ce projet, finit-il par avouer. » La pièce fut remplie d'un lourd silence, chargé d'un non-dit évident, il savait. Il savait. L'accident. Les manquements à la sécurité. La volonté de l'entreprise d'étouffer l'affaire. Sophia restait au milieu de la pièce, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Toutes ces semaines, tous ses efforts, et lui savait. Il avait toujours su qui elle était. De qui elle était la fille. Adrian leva les yeux, une telle douleur s'y lisait que Sophia recula sans le vouloir. « Je veux vous montrer quelque chose, » dit-il en sortant son téléphone. Ses doigts tremblaient en composant un numéro. James, la voiture. Et préparer les archives de 2012. Tout ce qu'il y a sur l'incident à Hercule. La pluie redoubla de violence contre la vitre, comme si elle voulait pénétrer à l'intérieur, laver une douleur accumulée depuis des années. 3 silhouettes dans ce petit salon formaient un étrange triangle, fille, mère, et l'homme qui, peut-être, était responsable de leur malheur. Et quelque part dans cet espace flottait le spectre de Carlos Martinez, enfin entendu. La pluie se transforma en véritable tempête tandis que la Rolls-Royce noire filait dans les rues désertes de la nuit vers la City. Un silence oppressant régnait dans l'habitacle, seulement troublé par le bruit des gouttes sur le toit. Sophia, appuyée contre la portière, serrait et desserrait inconsciemment le bord de son nouveau costume. Dans le reflet du verre teinté, elle voyait Adrian tapoter nerveusement sur une mallette en cuir contenant les documents d'archives qu'il avait demandé à récupérer au bureau. La voiture tourna brusquement dans le parking souterrain du gratte-ciel Stone Capital. L'ascenseur les monta à un étage privé, sans aucune indication. Quand la porte s'ouvrit, Sophia découvrit un intérieur inattendu pour un bâtiment de bureau, un vaste salon avec des baies vitrées panoramiques, des canapés en cuir souple et une cheminée où dansaient de véritables flammes. Adrian s'approcha en silence du coffre-fort en acier encastré dans le mur. Ses doigts tremblaient en composant le code. Le coffre s'ouvrit avec un léger sifflement, révélant des piles de dossiers marqués « Secret ». Il en sortit un, jauni par le temps, et le posa délicatement sur la table en verre devant Sophia. Dossier numéro 045.2012, indiquait l'inscription sur la couverture. À l'intérieur, des photos du chantier imprimées sur du papier ordinaire manifestement prises à la hâte, en cachette. On y voyait des échafaudages branlants, des cordes de sécurité coupées, des ouvriers sans casque. Et la mention « Infraction relevée le 12 novembre 2012 ». 2 jours avant la mort de Carlos. Sophia leva les yeux. Adrian se tenait près de la fenêtre, sa silhouette se découpant nettement sur le fond de la ville nocturne. Bougeant les lèvres sans un son, il prononça « Je ne savais pas. Pas à ce moment-là. » Il se retourna, et ses yeux exprimaient une sincérité douloureuse. « Ces photos m'ont été envoyées après, quand il était trop tard. J'ai licencié le chef de chantier, versé des compensations aux familles. Mais ta mère ?» Sa voix se brisa. Elle a refusé l'argent. Sophia feuilletait fébrilement les documents. Ses mains s'arrêtèrent sur le rapport officiel, accident dû à la négligence d'un employé. Carlos Martinez avait été déclaré responsable de sa propre mort. « C'est un mensonge », murmura-t-elle. Adrian s'agenouilla devant elle, permettant pour la première fois de la soirée à sa main de toucher la sienne. « Oui. Et je vais réparer ça. Officiellement.
publiquement. Une bûche crépita dans la cheminée, envoyant une gerbe d'étincelles. Les ombres dansantes des flammes jouaient sur leurs visages, créant une étrange illusion, comme si passé et présent s'étaient mêlés ici, dans cette pièce, en cette soirée de tempête. Sophia se leva lentement. Sa voix était ferme quand elle déclara « J'ai besoin de temps ». Adrian ne chercha pas à la retenir. Quand la porte de l'ascenseur se referma derrière elle, il resta debout au milieu de la pièce, entouré par les fantômes de ses erreurs, tenant dans ses mains un dossier qui soudain pesait comme toute une vie. La semaine qui suivit cette conversation nocturne s'écoula dans un silence pesant. Sophia n'apparut pas au bureau, ne répondit pas aux appels. Adrian passait ses journées à étudier les archives, à retrouver d'anciens employés du chantier. Son bureau était devenu un véritable quartier général d'enquête, les murs couverts de photos, notes et schémas. Au matin du 8e jour, sa secrétaire lui remit une enveloppe. À l'intérieur, un mot « Rendez-vous à 14h sur le chantier Queen's Yard ». Elle connaît la vérité. Pas de signature, mais Adrian reconnut immédiatement l'écriture, anguleuse, claire, sans fioriture. Sophia. À 2 heures précises, sa Rolls-Royce s'arrêta devant un chantier abandonné à Hackney. Là, parmi des poutres rouillées et des fosses envahies par les herbes folles, une femme âgée en tenue de travail l'attendait. Margaret Dawson, ancienne ingénieure sécurité du projet Hercule, renvoyée une semaine avant la tragédie. « J'attendais cet appel depuis 9 ans, dit-elle en tendant une clé USB à Adrian. Celle-ci contenait des enregistrements audio de conversations entre le chef de chantier et des sous-traitants, où il était clairement dit « économiser sur les assurances ». Stone ne descend jamais sur les chantiers. À ce moment, Sophia sortit d'une dalle de béton. Sans costume, en jean simple et veste en cuir, elle avait le même air que lors de leur première rencontre, mais cette fois, plus de défi dans ses yeux, seulement de la fatigue. « Assez » demanda-t-elle simplement. Adrian prit silencieusement la clé USB. Ses doigts serrèrent si fort ce petit morceau de plastique que ses articulations blanchirent. À cet instant, son téléphone sonna, le conseil d'administration se réunissait en urgence. Jason n'avait visiblement pas perdu de temps. La salle de réunion ressemblait à un champ de bataille. Jason agitait des imprimés en criant à la trahison des intérêts de l'entreprise. Son père, Sir Gregory Welch, fumait une cigare dans un coin en silence. Quand Adrian entra, tout le monde se tut. Il ne s'assit pas à la tête de la table. Au lieu de cela, il connecta la clé USB au projecteur. La première image à l'écran fut une photo de Carlos Martinez, souriant, tenant la petite Sophia sur ses épaules. Cet homme est mort à cause de notre avidité, la voix d'Adrian était inhabituellement calme. Il appuya sur un bouton, la salle fut envahie par des enregistrements d'entretien. Puis défilèrent des documents, rapports de contrôle falsifiés, infractions maquillées. Le conseil se figea. Même Jason pâlit en entendant la voix de son oncle, l'ancien chef de chantier, discuter comment masquer les matériaux défectueux. « Demain, je remets tout cela à la police. Et je verse de vraies compensations aux familles des victimes. » Adrian regarda chacun à tour de rôle. « Qui est avec moi ?» Silence. Puis, de manière inattendue, Sir Gregory se leva lentement et posa sa cigare dans le cendrier. « J'ai toujours dit, Jason, que ton oncle était un idiot, marmonna-t-il. Puis s'approcha d'Adrian. À ce moment la porte s'ouvrit. Sophia entra, dans ce fameux costume bleu, un dossier à la main. Sans permission, elle s'assit en face de Jason. « J'ai préparé un modèle financier », dit-elle en ouvrant son dossier. « Comment Stone Capital peut survivre à ce scandale ?» Tous échangèrent un regard. Adrian leva un sourcil surpris. Sophia se permit un petit sourire. « Quoi ? Vous pensiez que j'avais passé 9 ans à étudier l'économie pour rien ?» 6 mois plus tard, le soleil du matin inondait de lumière le bureau rénové de Stone Capital. Quelque part au 40e étage, derrière une paroi de verre gravé « Département du développement stratégique », Sophia Martinez examinait les derniers rapports trimestriels. Son bureau, modeste pour une multinationale, avait toutefois 2 particularités importantes, une fenêtre donnant sur les quartiers et de Londres et une photo encadrée en bois, Carlos Martinez, casque sur la tête, souriant fièrement en regardant le gratte-ciel en construction. Sur la table reposait un exemplaire frais du journal avec le titre « Stone Capital en tête du classement des entreprises socialement responsables ». À côté, une invitation à la cérémonie d'inauguration d'un nouveau complexe résidentiel pour familles défavorisées à Tower-en-Laye. La porte s'ouvrit doucement, sans frapper. Adrian Stone se tenait dans l'embrasure, bronzé après une semaine à Dubaï, un billet d'avion à la main. « Tu es prête ?» Sophia acquiesça, sortant du tiroir un dossier marqué du logo LSI. À l'intérieur, une demande de transfert au programme MBA. « Si tu es toujours convaincu que c'est une bonne idée. » Adrian sourit, ce sourire qu'il réservait uniquement à sa présence. « New York nous attend. » L'ascenseur descendait doucement, s'arrêtant au 30e étage où dans le hall s'étaient rassemblés des employés. Parmi eux, Margaret Dawson, désormais consultante en sécurité, et plusieurs anciens ouvriers du projet Hercule, officiellement réembauchés par la société. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée, ils découvrirent une scène inattendue.
Tout le hall était rempli de monde, employés, journalistes, simples passants. Au centre se tenait Carmen Martinez, appuyée sur une nouvelle canne, un rare sourire illuminant son visage. « Maman ?» Sofia regarda Adrian, déconcertée. « Ce n'est pas mon truc », il secoua la tête. C'était sa surprise. Carmen fit un pas en avant et, à la surprise générale, étreignit Adrian. Elle murmura quelque chose à son oreille qui fit briller ses yeux. « Qu'a-t-elle dit ?» demanda Sofia alors qu'ils sortaient à l'extérieur, où une simple Mercedes noire les attendait, pas une Rolls-Royce. Adrian ouvrit la portière, la laissant passer la première. Que son mari serait fier. Et que, il marqua une pause, il était temps d'arrêter de faire semblant que ce n'était qu'un voyage d'affaires. La voiture démarra, laissant derrière elle le gratte-ciel qui autrefois avait détruit leur vie et qui, d'une étrange manière, les avait réunis. Devant eux, l'aéroport, New York, de nouveaux défis. Mais surtout, ils roulaient enfin dans la même direction. Sans masque. Sans secret. Juste deux personnes qui s'étaient trouvées dans le tourbillon du passé. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, cela signifie beaucoup pour nous.